sommes le dimanche 21 mai de l'an 2017. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Bienvenue sur l'invité et nous recevons avec beaucoup de plaisir le web activiste Hugues Sosoupé. Bonjour. Bonjour. Bienvenue donc sur l'invité sur Usawi TV. Merci. Nous sommes dans de nouveaux cadres à Usawi TV. Je l'ai remarqué. Et pour conduire l'entretien avec moi, Kader Achirou, bonjour, bienvenue. Bonjour. Et nous allons poser la première question donc à notre invité, l'affaire PPA2 qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il y a eu un non-lieu et ça fait déjà jaser le peuple. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, et ce vendredi même, j'écrivais un article et une chronique que j'intitulais PPA2 et soutien de Barthélémy Kassa à Patrice Talon, un mariage pour le meilleur et le pire. C'est vrai, je n'ai pas l'habitude de commenter les décisions de justice parce que je respecte beaucoup la justice béninoise. Ces décisions s'imposent à tous. On peut faire des appels. Mais je dis, cette affaire est trop flagrante pour être ce que nous avons eu. Qu'il vous souvienne que Roch Nyeri, qui est le beau-frère d'Olivier Bokor, l'ami déclaré de Patrice Talon, est fortement mêlé à cette affaire de PPAD. Dans mon article, je disais ceci. S'il arrivait que la justice épinglait l'honorable entre griffes Barthélémy Kassa, la justice continuerait son travail et jusqu'à aller épingler Roch Nyeri, aujourd'hui désigné comme le roi du marché public au Bénin. Et ce ne serait pas du tout du goût du président de la République, Patrice Talon. Je n'ai pas dit que le gouvernement a influencé la décision de justice, mais je pense que tout était réuni pour que le non-lieu, nous observions le non-lieu auquel nous sommes confondus actuellement. Et ce qui fait que dans l'opinion publique, ça jase autant, c'est aussi parce que les Béninois ne comprennent pas qu'un monsieur qui a été doigté par tout le peuple comme étant responsable de détournement de fonds publics est contraint à la démission par le chef de l'État, Yahi Boni, soit aujourd'hui un soutien phare du président de la République Talon qui a prôné rupture, un nouveau départ, sans que personne ne trouve rien à redire à cela. Il a été accueilli dans la maison dans la maison rupture et on s'apprêterait à lui donner une bonne place. Et puis, je pense que le discours de campagne et d'investiture du président de la République, Patrice Talon, je ne sais plus si on doit continuer à le suivre par rapport à ce discours, parce que lorsqu'on a prôné nouveau départ, on a prôné rupture et qu'on accepte le soutien d'individus moralement et sur le plan d'éthique et qui ont... La justice a prononcé un non-lieu, donc un individu honorable. Voilà, c'est vraiment ce qui me gêne. Selon vous, c'est une décision politique, mais d'aucuns disent quand même que les ministres concernés n'ont pas été écoutés, donc quand même, il faut quand même interjeter après. Oui, et depuis que la décision a été donnée, j'ai lu sur les réseaux sociaux que Maître Kato Atita a demandé l'ordonnance de non-lieu pour interjeter appel, mais l'ordonnance n'existe pas. Voilà. Est-ce que ça ne sera pas rendu public? Voilà, pourquoi on ne veut pas rendre ça public? Nous sommes dans un état de droit, les citoyens ont besoin de... C'est un dossier d'État, peut-être cassé top secret. C'est ça, je dis. Si c'est un dossier d'État, ça prouve déjà tout ce qu'on dit, que le mariage pour le meilleur et le pire, et que c'est un mariage pour le meilleur et le pire, et qu'il ne pouvait en être autrement. Et le juge ne peut dire ce qu'il a dit. Mais est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui laisser ces événements derrière et penser aujourd'hui au développement de la nation, quand les Pays-Bas, qui les font déjà pardonner déjà? Avez-vous appris que l'ambassadeur des Pays-Bas au Bénin, après la décision de justice, a demandé à rencontrer le ministre de la Justice béninois? Oui. On ne sait pas encore ce qu'ils se sont dit, ou on ne sait pas encore si le ministre a accepté de le rencontrer. Ça veut dire beaucoup. Et nous sommes dans un état de droit, comme je le dis. Nous sommes dans un pays qui aspire à être bien gouverné. Nous sommes dans un pays qui est partenaire d'autres pays. Et lorsqu'on dit accord de partenariat avec d'autres pays, il faut avoir certains critères. Critères de bonne gouvernance, critères de lutte contre la corruption. Le chef de l'État s'est déplacé aux Pays-Bas quand il a pris le pouvoir pour discuter. Et je ne pense pas... On fait table rase? Non, je ne pense pas que les Pays-Bas, en discutant avec le chef de l'État, disent « Ok, voilà, cette affaire de PPA2, c'est derrière nous, nous pouvons avancer ». Lorsque vous-même vous investissez dans quelque chose, vous voulez voir les résultats. Lorsqu'on vous dit que votre argent est parti en fumée sans que les résultats n'accompagnent, vous ne continuez pas à investir. Si vous le faites, c'est peut-être à d'autres fins. Est-ce que vous pensez que la récente sortie de Barthélémy Kassa, dans laquelle il soutenait le président Talon, a beaucoup joué dans cette décision? Bon, je l'ai dit tout à l'heure, tout porte à croire. Je pense que si Barthélémy Kassa était de l'aile dure de l'opposition,
Et peut-être que la décision ne serait pas telle. Mais en même temps, je dis... Donc, selon vous, la justice est instrumentalisée? Je ne vais pas le dire. Je continue de dire qu'il y a des proches du président de la République dans cette affaire. Et si Barthélémy Cassa a été épinglé, je pense que des proches du président de la République... Ça a beaucoup de personnes, en fait. Voilà. On va parler à présent de la SB2E. L'actualité a évolué également à ce niveau-là avec des compteurs qu'il faut placer maintenant pour permettre quand même aux usagers, pour permettre à la SBE de récupérer ses fonds. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, lorsque j'ai lu le relevé du communiqué donné par les ministres du Développement Abdoulaye Biotchane et le ministre de l'Énergie Jean-Claude Oussou, il ressort que désormais l'administration publique sera dotée de compteurs à 4. Voilà. Je pense que c'est une mesure qui vise à faire des économies à l'État. Parce que lorsque ce n'est pas des compteurs à 4, les gens peuvent rentrer chez eux sans couper l'électricité, les gens peuvent utiliser l'énergie électrique à volo. Mais je pense qu'en prenant cette décision, on pourrait peut-être imposer un quota d'énergie électrique à chaque administration. Toutes les administrations ne seraient pas concernées parce que lorsque je prends le cas des hôpitaux, on ne peut pas exiger à un hôpital d'avoir un quota d'énergie. Voilà, parce qu'il y a des opérations qui se font à tout moment. On ne peut pas leur exiger ça. Mais dans d'autres administrations, on peut exiger. On voit le coût habituel des dépenses et on met quelque chose dans cette marge pour exiger le gaspillage, moins de gaspillage en matière d'énergie électrique. L'expérience reste à faire, nous allons voir ce que ça va donner. Mais je pense que c'est une décision qui pourrait faire des économies à l'État. Mais est-ce que l'instauration de l'usage des compteurs à carte va quand même bannir quand même ce mauvais usage que les gens font de l'énergie électrique dans les sociétés d'État? C'est ce que je pense. Je pense que lorsque... Parce que même si c'est un compteur à carte, il peut quand même utiliser comme il veut. Et ça finit, l'État va encore payer. Je dis que c'est là où je pense que lorsque le comptable qui met à disposition de l'administration un montant d'énergie, un montant sur la carte, il exige, c'est pour le mois. Lorsque ça finit avant la fin du mois, on reste dans l'obscurité. Je pense que ça va... Est-ce que ça va pas créer un handicap aussi pour les affaires de l'État? Non, je pense que nous sommes tous citoyens. On doit faire l'effort de faire des économies à l'État et nous devons faire l'effort de nous astreindre à cette règle qui ne vise qu'à faire des économies à l'État et qui ne vise qu'à participer à l'utilisation de façon rationnelle des biens publics. Mais est-ce que l'idéal ne serait pas quand même de mettre en place un dispositif de contrôle de l'usage de l'énergie dans les sociétés d'État plutôt que de chercher à quand même fermer la source quand peut-être ça peut avoir des répercussions sur le rendement comme je l'ai dit tantôt, toutes les administrations publiques ne seront pas confrontées à cette mesure. Mais celles qui seront confrontées, en même temps que l'État change les compteurs, les vieux compteurs, il se mettra en place un dispositif de contrôle. Je pense que le contrôle va accompagner l'utilisation désormais qui sera faite de l'énergie électrique dans l'administration publique. Alors, monsieur Hugues, comment se soupait, la SBE sera également en gestion déléguée? Oui, et j'ai appris également par le communiqué que la SBE sera en gestion déléguée. J'ai voulu comprendre, j'ai pensé que c'était une privatisation, mais le ministre a martelé que ce n'était pas une privatisation. Je suis allé lire les tenants et les aboutissants de cette décision et je me suis rendu compte que c'est le MCI qui est dans un partenariat d'investissement public-privé avec l'État béninois à hauteur de plus de 800 milliards qui a exigé une telle mesure parce que sûrement que l'État béninois ne gère pas bien les fonds, ne gérerait pas bien les fonds. Donc le MCI a besoin de garanties pour pouvoir participer à la renaissance de notre société béninoise d'énergie électrique. Et c'est à justice. Nous avons besoin de l'énergie. Nous avons besoin de l'énergie. Et je pense que c'est à justice que le MCI a exigé ça dans le contrat de partenariat d'investissement public-privé. Alors, monsieur, comment Hugues Sosopé, nous allons parler à présent de la SONAPRA, du cas de la SONAPRA. Nous avons le licenciement de tout le personnel qui a été enclenché par le liquidateur de la société Maza. Alors, quelle lecture faites-vous de ces événements alors que le président Patrice Talon à l'époque avait promis aux centrales et confédérations syndicales qu'aucun emploi ne serait perdu? Non, cela montre que depuis qu'il est installé au pouvoir, le président de la République dit les choses, mais fait leur contraire. Je pense qu'il n'est pas bien de supprimer des emplois dans un pays où déjà on n'en crée pas. Et les conséquences, nous les ressentirons tous dans les jours à venir si nous ne les ressentons pas encore. On ne supprime pas des emplois lorsqu'on n'a pas créé d'autres. On n'envoie pas les gens au chômage lorsqu'on n'a pas prévu comment ceux-là
et dans quoi les insérer. Un plan de récupération. Un plan de récupération. Ok, mais les travailleurs, dans une délégation, sont allés rencontrer l'honorable Rachid Gbadamasi qui a parlé au nom du chef de l'État, qui a dit que le chef de l'État est au courant du dossier et qu'il leur promet quand même une issue favorable. Est-ce que vous pensez quand même que l'honorable Gbadamasi est une personne indiquée dans ce dossier et est-ce que vraiment le chef de l'État est vraiment informé de cette affaire? On ne peut pas dire que l'honorable Gbadamasi n'est pas une personne indiquée puisque c'est un député, un représentant du peuple. Peut-être que c'est un soutien fort de la voix. Nous avons déjà des appels en urgence qui n'ont pas encore eu suite. C'est la voie peut-être trouvée par ces travailleurs pour se plaindre, mais je pense qu'ils feraient mieux. Ils auraient mieux fait peut-être en s'adressant au médiateur de la République, qui également est chargé. Je crois qu'ils ont rencontré également le médiateur de la République. Ils ont rencontré le président du CES également. C'est très bien déjà, mais l'honorable Gbadamasi, en bon politicien, il va faire du tapage de tout, mais à la fin, je ne pense pas qu'il puisse lui apporter solution. Donc, selon vous, quand même, c'est quand même le président Patrice Talon qui veut quand même renvoyer ces agents de la SONAPRAG. Et puisque après, il paraîtrait-il qu'après la SONAPRAG, on va passer quand même aux autres sociétés qu'on appelle il y a la CIA, et autres. Il y a l'ONS. Oui, vous savez, c'est à juste titre. Lorsque vous voulez de l'argent, lorsque vous allez aux emprunts obligataires et que le FMI vous donne les autorisations pour faire ces emprunts obligataires, c'est en contrepartie d'autres choses. On peut vous demander de dégraisser le personnel administratif, de supprimer des emplois. Donc ce que le chef de l'État fait, il ne fait rien d'extraordinaire. Il a besoin de soutien financier et ses partenaires internationaux lui demandent ce qu'il doit faire avant d'obtenir ces soutiens financiers, ces fonds dont il a besoin. Donc ce n'est pas une décision propre à Talon, mais c'est ce que le FMI lui demande, la Banque mondiale lui demande avant de lui permettre de faire des emprunts obligataires ou bien d'avoir des souscriptions. Mais ça peut poser un problème social. Parce ça que pose déjà des problèmes sociaux. Il sait, mais ça peut créer des problèmes sociaux dans le pays. Oui, il sait, mais il se fout du peuple. C'est là où je me pose la question de savoir si ce président qui est à la tête du Bénin depuis le 6 avril 2016 travaille pour les Béninois ou bien il travaille pour lui-même. Alors nous allons évoluer dans cet entretien, nous allons parler des examens nationaux qui sont instaurés aujourd'hui en République du Bénin. Il s'agit des examens de licence et de master. Est-ce que vous pensez quand même que cette décision est d'abord la bienvenue? Et l'autre panel que j'aimerais quand même que vous me répondiez, c'est le fait que c'est désormais uniquement le privé qui va, comment on appelle, aller à ces examens nationaux, alors que le privé et le public ont participé au BPC, au CEP, au bac, et quand il s'agit maintenant de la licence et du master, on dit que ce sont uniquement que les établissements privés qui ont suivi justement pour enchérir par rapport à cette question. On a suivi une sortie des étudiants ce matin qui se plaignaient de cette décision-là. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Non, vous savez, le système éducatif d'un pays n'est pas n'importe quoi. Il faut travailler à rendre les diplômes béninois compétitifs sur le marché. Et plus crédibles. Et plus crédibles. Il se passe beaucoup de choses dans les privés, ayons le courage de le dire. Et on ne sait pas sur quelle base les étudiants obtiennent leur diplôme. Mais est-ce que les examens seraient, comment on appelle, oui, je pense que si l'État organise les examens, et que l'État surveille, et que l'État, c'est l'État qui organise les corrections, l'État donne les diplômes, ça donne plus de sécurité aux parents, ça donne plus de garantie aux étudiants. Même, on ne dira plus, vous êtes sorti de telle université, on sait comment vous donnez les diplômes, c'est presque gratuitement. Mais l'éducation n'est pas autant de qualité dans le public aussi. Non, mais déjà, s'il n'y a pas de qualité dans le public, ce n'est pas la faute aux parents, c'est peut-être la faute à l'État, c'est la faute aux enseignants qui enseignent. C'est la faute à l'État, mais c'est le même État qui veut maintenant aujourd'hui réguler les examens. Et c'est plus la faute aux étudiants des publics. Moi, je ne suis pas contre cette décision qui vise à instaurer la licence. Se plaignent et sur le plan international, vous pensez que ça peut nous aider d'avoir des diplômes? Oui, d'abord au plan national, ça va nous aider. Parce que moi, franchement, j'ai du mal à travailler avec ceux qui ont fait les écoles privées, parce que je ne crois pas en la fiabilité de leurs diplômes. Oui, allez-y. Quand c'est l'État qui délivre ces diplômes, bon, on peut faire confiance à ces diplômes. Mieux, vous n'êtes pas sans savoir que les étudiants qui sont des privés ont du mal à intégrer les instituts publics et pour leur stage et même pour travail, parce qu'on ne reconnaît pas pratiquement le diplôme. Donc, je pense que ça peut constituer une ouverture, en fait, pour les étudiants qui peuvent devenir plus compétitifs. Plus compétitifs, c'est ce que je pense. Mais est-ce que vous ne voyez pas un devoir de mesure quand vous avez des enfants qui ont participé ensemble au CEP, au BPC, au bac, et maintenant quand il s'agit de la licence, d'autres parce qu'ils poursuivent normalement et d'autres vont à un examen national? Non, il n'y a pas de devoir de mesure. Déjà, alors qu'on sait tout le stress que ça représente aux enfants d'aller à un examen. Mais je pense qu'un examen, lorsque vous vous préparez très bien, vous n'avez pas à stresser. Un examen, c'est pas un concours. Nous avons connu des premiers dans ce pays qui ont quand même tout le temps échoué. Qui organise ou les premiers qui l'organisent, on doit pouvoir s'en sortir. Lorsqu'on est étudiant, qu'on connaît bien. Le problème dans les privés, c'est quoi? Vous êtes
vous comme moi, vous apprenez que les diplômes s'achètent. On n'a jamais appris au niveau de l'université d'Ambo-Mekaravi, même si on le dit, on n'a pas eu les preuves. On sait qu'il y a des cas isolés, une organisation. Mais est-ce que vous pensez que c'est l'idéal pour le gouvernement de contrôler, de bannir tout cet art, d'instaurer maintenant les examens de licence? Est-ce qu'il ne faut pas quand même contrôler quand même la création des universités, chercher à voir l'homologation des enseignements qui se font dans les universités? L'État fait déjà tout ça. Malgré cela, il y a des problèmes. Il y a des diplômes. Vous savez, eux-mêmes, ceux qui instaurent ça aujourd'hui, c'est sûrement les enfants sont dans les privés. Mais est-ce que l'État a été rigoureux dans le contrôle de ces universités? Parler, aller jusqu'au bout de ces idées. Allez-y. Vous savez, l'État est là pour sécuriser ses citoyens. L'État est là à la recherche du mieux-être pour ses populations. Et comme je l'ai dit à l'entame, lorsque vous avez posé la question, je pense que c'est une décision salutaire. C'est une décision qui va permettre même aux écoles privées d'améliorer leur performance, de plus préparer leurs étudiants. Pourquoi vous ne vous demandez pas et pourquoi est-ce que les écoles privées pour les diplômes CEP, BPC n'organisent pas à l'interne et délivrent les diplômes à leur niveau? Vous allez me dire que c'est des examens nationaux. Ça n'a rien à voir. Si on peut, la licence, on peut faire composer les gens au niveau national à la licence. Je pense que ce n'est pas déjà... Ça peut être salutaire et ça peut être bénéfique. Ça va crédibiliser plus les diplômes. Nous allons parler à présent de la crise qui secoue la Renaissance du Bénin actuellement. Vous n'êtes pas sans savoir que cette crise a commencé, elle se dégénère de plus en plus. Quelle lecture vous faites de cette crise-là? Oui, je ne vois pas... Il y a crise, on dit qu'il y a crise, mais je pense qu'il y a une main visible derrière qui voudrait voir la RB en crise, qui voudrait voir le maire Yari Soglo échouer. Et je ne suis personnellement pas un admirateur du maire Yari Soglo, mais je pense qu'il ne faut pas juger la RB avec les Soglo. Il ne faut pas voir Soglo et chercher à faire du mal au maire Yari. Le fait n'arrangerait pas les choses. Je pense qu'il faut aller à la source, à la gestion de la RB, à la tête de la mairie depuis bientôt 15 ans. Et il faut faire un bilan. Il faut clarifier les choses. On ne peut pas faire d'une guerre de personnes et un combat politique. Ça ne marchera pas. C'est vrai, actuellement, on sent une forte pression sur le maire Léari Soglo, mais si ce n'est que pour le destituer, pour ma part, je pense que ça ne va pas marcher. Parce que l'envie de destituer le maire Léari Soglo est là et affichée. Mais c'est pour le remplacer par qui? Quand je vois le conseil municipal, en tout cas, qui est aujourd'hui en place, je ne vois pas qui peut valablement remplacer le maire Léari. Sinon, les gens l'auraient destitué depuis. Ça ne date pas d'aujourd'hui, les polémiques ou bien la rumeur de la décision du maire Léari. Mais si jusqu'à ce jour, ça n'a pas été fait, c'est que il n'y a pas valablement quelqu'un qui peut le remplacer. Et si Léari Soglo est pire, les autres sont, on ne le dit pas, plus pire. Et peut-être à la prochaine... comment on l'appelle? Pour une autre élection. Une élection au prochain mandat. Et puis ils trouveront quelqu'un qui pourrait le remplacer. Mais aujourd'hui, dans le conseil municipal que nous observons aujourd'hui, je ne vois pas quelqu'un d'autre qui soit meilleur au maire Léari. Mais pour ce qui est de la présidence du parti de la Renaissance du Bénin, est-ce que quand même vous voyez un profil qui peut assurer l'intérim du président? Je pense que l'organisation d'un parti politique se fait autour d'un test et de règlement. Et on ne peut pas se lever pour dire on veut destituer le maire Léari si on ne va pas au Congrès. Le parti doit aller au Congrès, le parti doit convoquer ses membres et les gens doivent travailler sur le sujet et après passer aux élections. Mais s'il n'y a pas de Congrès, les gens ne peuvent pas se décider unanimement ou bien de leur propre chef de destituer un président de parti. Et je ne sais pas comment le maire Léari Soglo s'est retrouvé à la tête de la RB. Donc, pour le destituer, il faut aller savoir comment il est venu. Mais ce qui fâche, en fait, c'est que la convention, par exemple, l'État commune, le maire, il a mis du temps à signer cette convention-là. Et les conseillers ne comprennent pas ça, parce que quand même, Cotonou doit forcément devenir belle. C'est la ville vitrine du pays. Vous savez qu'il y a la guerre des tests. Entre les lois sur la décentralisation et les lois de l'État. Oui. Si le maire Léari et le conseil communal de la ville de Cotonou ne prennent pas le soin de voir le contenu de cette convention, État, mairie, ils envoient, après ils se rendent compte que demain ils ne peuvent plus
revenir. Faire des actions, certaines actions dans la ville de Cotonou, on va dire, ah, ils n'ont pas été intelligents. Vous savez, on cache les choses les plus intéressantes aux gens qui ne lisent pas, parce qu'on les met dans de longs tests. Je ne trouve pas du tout mauvais que le maire Yari ait pris le temps de voir le contenu du dossier, de voir le contenu du test, et ensuite de convoquer une séance plénière avec les conseils communaux pour passer au vote. Parce que nous sommes en démocratie, il ne voudrait pas demain porter à lui seul la charge de la signature de cette convention. Sans lecture. Alors, avant de passer quand même à la démission de 15 députés de l'Alliance Force Corée Point Bénin Émergent, j'aimerais quand même vous poser la question de savoir, est-ce que l'État a quand même besoin de la signature d'une convention avant de faire des réalisations dans les communes? Parce que dans le passé, l'État a toujours réalisé dans les communes, mais il n'y a pas eu signature de convention. Oui, c'est la belle preuve qu'il y a des détails dans cette convention. Il y a des choses dans cette convention qui vont toucher directement aux prérogatives des mairies. S'il n'y avait pas des choses qui vont empiétrer sur les lois de la décentralisation, l'État ne trouverait pas l'utilité d'associer les maires à ce projet. Oui. Maintenant, quand on parle du Grand Cotonou, du Grand Nokoué, c'est sûrement un projet de développement. Et vous n'êtes pas sans savoir que notre gouvernement, qui est là depuis plus d'1 an, est à la recherche de tout soutien pour montrer aux gens qu'il est accompagné. Le PAG aujourd'hui doit être soutenu par tout le monde. Avant qu'on ne sache fini avec le clientélisme, paraît-il. Non, mais ça continue. Sinon, je ne vois pas pourquoi on a fait organiser une rencontre avec les maires, on appelle les caméras, on a assisté. Parce qu'on reproche quand même au président de ne pas faire trop de communication. Non, il a dit c'est pas sur ces points qu'on a besoin que le président communique. C'est les maires même qui doivent faire le travail. Mais quand il le fait comme ça, on pensait à un lancement bis du PAG qui concernait le Grand Nokoué. Alors, nous allons parler de ces 15 députés qui ont suspendu leur participation de l'Alliance Force Corée Point Bénin Émergent. Il faut dire quand même que cette alliance quand même traverse une période tumultueuse. Oui, et l'alliance FCBE ne traverse pas, à mon avis, une période tumultueuse. C'est normal. Ils ne sont plus au pouvoir. Chacun doit se chercher, se repositionner. C'est à ça que nous assistons. S'ils ne le faisaient pas, à quoi est-ce qu'ils vont s'accrocher pour les combats futurs? Vous savez, il y a des opportunistes partout. Il y a des gens au Bénin qui ont du mal à faire l'opposition. Il y a des gens qui sont toujours en quête de quelque chose pour exister. Je pense que c'est une guerre existentielle que les 15 qui se sont désolidarisés de l'Alliance Force Corée Point Bénin Émergent, c'est en quête de substance et d'existence qu'ils l'ont fait. Maintenant, ils ne sont plus au pouvoir. Oui. Ils ont besoin de se retrouver dans les groupes qui gagnent pour continuer à exister. Voilà ce que je peux dire d'abord. Alors, on a constaté quand même que nous avons déjà le départ de plusieurs partis politiques de cette alliance aujourd'hui. Est-ce que vous ne voyez pas qu'à l'avenir, cette alliance va se transformer quand même en un parti politique, puisque beaucoup sont sur le parti? C'est le talon politique qui agit un peu dans l'ombre, parce que le président Talon a annoncé qu'il fera maintenant de la politique. Oui, quand le président Talon annonce qu'il fera la politique et son ministre de la Justice, Jacques Benou, vient dire à la télé, nous allons faire la politique avec rage, avec ruse et avec raille. Si c'est ça, c'est dommage. Pourquoi c'est dommage? Je reviens toujours sur le discours de campagne du chef de l'État et sur son discours d'investiture. Lorsqu'on a dit rupture, nouveau départ, et qu'on a gagné les élections à plus de 65%, et qu'on est au pouvoir, et qu'on sait qu'on doit faire 5 ans au pouvoir, et qu'on a la majorité des députés de l'Assemblée nationale acquise à sa cause, je pense qu'on gère dans la sérénité. On n'a pas besoin du soutien de tout le monde pour avancer. Vous savez, les 15 députés et j'irai loin, des missionnaires de la FCB vont apporter quoi de plus au président de la République, Patrice Talon? Si le président de la République, Patrice Talon, a besoin de détruire la FCB pour exister, c'est un autre combat. Ça n'a pas d'importance. Mais là, il a réussi, c'est l'objectif. Non, il n'a pas réussi. Il n'a pas détruit la FCB. Il a pris peut-être une part chez la FCB. Non, est-ce qu'il réussira? Mais vous savez que nous sommes au Bénin et 23 ont déjà réussi à damer le pillon à plus de 60. À 60, je dirais. Ça ne changera rien. Le président Talon aujourd'hui a besoin de gens qui accompagnent ses projets. Des gens qui lui permettent de faire ses affaires au sommet de l'État en accompagnant les lois les lois économiques qui vont lui permettre à lui, en tant qu'homme d'affaires, de faire ses affaires et aussi de penser tout petit peu au pays. Donc si ces députés peuvent lui permettre d'atteindre ses objectifs, c'est tant mieux. En même temps, les députés aussi, bientôt, vont lui imposer d'aller aux élections, pas une liste unique, pour pouvoir revenir à l'Assemblée nationale. Et quand les députés vont revenir,
je vous assure, chacun maintenant va penser à lui. Aujourd'hui, les députés sont liés, Talon aussi est lié. Donc c'est un peu compliqué. C'est compliqué. Alors sur le plan social, on va dire un mot aujourd'hui sur le plan social. Avant le plan social, je voudrais dire quelque chose. Lorsqu'on parle du bloc de la majorité, oui. J'ai été très déçu par ce bloc et par le discours à travers lequel ils ont adhéré à la mouvance présidentielle. Vous savez, ce n'est qu'au Bénin qu'on peut voir ça. Ailleurs, les députés adhèrent au pouvoir et aux politiques du gouvernement, à la politique du gouvernement, par leur parti politique. Les députés de la mouvance de l'opposition, pas une déclaration des partis politiques. Je ne comprends pas qu'à l'Assemblée nationale, des députés qui, à l'avance, à travers leur parti politique, n'ont pas fait une telle déclaration, se retrouvent pour dire on a constitué le bloc de la majorité. C'est la preuve qu'il y a des intérêts inavoués, il y a des intérêts cachés. C'est la preuve qu'il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de morale qui sous-tend l'action de ces députés. Donc, les seuls qu'on peut comprendre, le PRD, par le biais de son secrétaire général, avait déjà fait une déclaration juste au lendemain des élections pour dire on appartient à la majorité présidentielle. Eux, ça ne nous étonne pas de les voir dans le bloc de la majorité présidentielle. Vous avez annoncé ça bien avant que... Bien avant la constitution de ce bloc. Voilà. Mais donc, que des députés qui, je parle notamment des FCBE, qui à travers leur structure, leur parti, n'avaient pas déclaré vouloir appartenir à un certain bloc de la majorité présidentielle. Le fasse. Ça veut dire qu'il y a un problème. Le rôle des députés, c'est contrôler l'action du gouvernement. Maintenant, lorsque vous dites et que vous appartenez au bloc présidentiel, pour soutenir le PAG. Que le PAG bien sûr, et tout ce que le gouvernement va envoyer, que ce soit bon ou mauvais. Soutiennent les actions du président Patrice Talon. C'est bon pour le développement de notre pays, il paraît, pour que le pays puisse se développer. Pour finir donc cet entretien, nous allons parler du volet social. Alors vous voyez un peu comment ça se passe dans le pays, le volet social. Qu'est-ce que cela vous inspire? Oui, lorsqu'on a crié pour le bilan de l'an 1 que rien ne se faisait dans le social, le gouvernement s'est empressé de dire qu'il va désormais voter un fonds ou bien allouer un fonds au volet social. Depuis, on attend. Il y a eu annonce, mais rien. La phase pratique, c'est pour bientôt. On attend ça. On attend toujours. Donc, rien n'a changé sur le plan social. Nous sommes toujours au même niveau que depuis le 16 avril 2016. Puis, tout ce qui était là, sur le plan, tout ce qui avait été et tout ce qui se passait sur le plan social, tout a été supprimé. Donc rien n'a avancé. Les gens continuent, les menaces continuent de se plaindre. Donc on attend le fond. On attend toujours. Alors depuis bientôt plus d'un mois, nous avons l'annonce à grand renfort médiatique de l'assurance pour le renforcement du capital humain. Alors que pensez-vous de ce programme? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une annonce. On attend sa phrase pratique pour donner notre avis. Pour aviser. Mais paraît-il que les microcrédits aussi ont été renoncés. Je n'ai encore rencontré personne qui m'a dit qu'il a repris les microcrédits de la rupture. Merci à vous, monsieur Komlan Hugues Sosoupé. Je rappelle que vous êtes web activiste. Merci de vous être prêté à nos questions. Kader Achirou, merci à vous d'avoir conduit cet entretien avec nous. C'était l'invité sur Osawe TV. Nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir donc monsieur Komlan Hugues Sosoupé. Il est web activiste. Avec lui, nous sommes revenus sur l'actualité sur le plan national. Donc, il nous a donné donc sa position par rapport au sujet d'actualité. Merci à tous et à toutes pour l'attention. Très bon dimanche chez vous. Au revoir.